Mesdames, Messieurs, on m'a demandé de vous entretenir sur le père Maurice Tornet, que j'ai très bien connu, pour la bonne raison que nous sommes d'abord de la même commune, de la même paroisse, et lui était un peu plus âgé que moi, d'une année et demie environ, mais nous avons fait une première année d'école primaire, c'est-à-dire une année d'école primaire ensemble. C'était notre dernière année d'école primaire. Nous étions à Auxerre, il y avait une école qu'on n'appelait pas encore secondaire, mais de fait, c'était que des garçons de 12 à 15 ans qui avaient l'idée de poursuivre leurs études à l'école normale ou au collège ou autrement par exemple, une école commerciale. Alors, nous avons fait une année ensemble et après ça, nous sommes partis au collège de Saint-Maurice. C'était vers la fin septembre 1925. Nous avons été dans la même classe pendant 6 ans. Et on se bagarrait un peu pour la première place ou la deuxième. Enfin, vous voyez, nous étions très bien formés parce que l'instituteur Cyril Tissière nous avait bien préparés, surtout du point de vue de l'arithmétique et aussi du français. Alors, on avait dans la même classe que nous des enfants qui étaient généralement plus jeunes, d'1 an ou 2 ou même 3. Parce que les gens des villes avaient jusqu'à 9 mois de scolarité, tandis que nous, en montagne, on n'avait autrefois que 6 mois. Bien, après ces 6 ans de collège à Saint-Maurice, nous sommes entrés au Saint-Bernard, au noviciat, le même jour, le 25 août 1931. Donc, moi j'avais 20 ans, lui avait 21 ans. Là, bon, on a fait une année noviciat, puis au bout de l'année, ils nous ont demandé si nous voulions persévérer. Oui, d'accord. Alors, on a fait les premiers vœux pour 3 ans. C'est comme ça, dans les couvents, on ne laisse pas faire la profession solennelle ou définitive de but en blanc, mais il faut passer par des épreuves, c'est-à-dire le noviciat, puis 3 ans de profession qu'on appelait simple, parce qu'elle n'était pas irrévocable. Au bout de ces 3 ans, si on voulait s'en aller, on était absolument libre, on n'était plus tenu par les vœux, puisqu'on en faisait pour 3 ans. Bien, on a fait encore la profession définitive, qu'on appelait profession solennelle, en même temps. Et puis, depuis notre noviciat, on a commencé, évidemment, les études de philosophie, 2 ans de philosophie, et après, il y avait 4 ans de théologie pour être ordonné prêtre. Alors, lui, il a fait la philosophie, 2 ans, il a commencé la théologie, mais après 1 année et demie, voilà qu'il a demandé à partir au Tibet. Ou plutôt, c'était le prévôt qui voulait envoyer un confrère qui était prêtre, un jeune prêtre, mais il ne voulait pas l'envoyer seul. Alors, il a dit, écoutez, moi, pour aller au Tibet, c'est toute une affaire, un pays lointain, montagneux, difficile. Je ne veux pas vous envoyer seul. Si vous arrivez à la moindre chose en route, personne qui vous dépanne. Alors, il a demandé comme ça à la communauté, y aurait-il quelqu'un d'autre qui voudrait partir? Et le père Tornet, on l'appelle comme ça parce qu'il a été missionnaire, père Tornet, s'est présenté. Alors, il a interrompu, si vous voulez, l'étude de la théologie pour accompagner le père Lation, qui, lui, était prêtre. Et ils sont arrivés là-bas au mois de mai 1936. Arrivés à la mission à Ouissi, ils ne trouvent personne. La maison était fermée. Il faut savoir que les soldats de Mao Tse-tung qui fuyaient devant Chiang Kai-shek ont passé dans la région précisément au mois d'avril-mai 1936. Et le mandarin local de Ouissi a donné l'ordre aux missions de partir vers le nord pour se mettre à l'abri
Il a peur que les communistes, ces soldats communistes, ne tuent les missionnaires ou les prennent comme otages pour faire libérer de leurs prisonniers. Ils étaient d'accord d'échanger des prisonniers parce qu'il y a eu des batailles entre le gouvernement qui était présidé par Chiang Kai-shek et d'autre part, Mao Tse-tung n'était pas encore au pouvoir, mais il était quand même le chef de ce parti, de ce gouvernement qui essayait de déloger Chiang Kai-shek et de prendre sa place. Bon, au bout de 8 à 10 jours, les choses sont un peu éclaircies parce que les troupes ne sont pas venues dans la vallée où nos missionnaires habitaient. Ils sont montés vers le nord par le fleuve Bleu, tandis que nous habitions une vallée qui donnait sur le Mékong, un peu comme la Drance descend d'Entremont et va se jeter au Rhône ici à Martigny. Alors, bien, tout de suite, le père Tornet a repris ses livres de théologie pour ne pas perdre une année, car il avait fait la moitié, ils sont partis en février, il avait déjà fait la bonne moitié de cette année-là, et une grande facilité pour étudier tout seul avec un manuel, mais le père Lation lui faisait 1 heure de classe chaque jour quand même. Et puis les autres confrères, chaque mois, se réunissaient et faisaient passer un petit examen au père Tornet sur la matière qu'il avait étudiée. Et à la fin de l'année, un examen un peu plus long, un peu plus complet. Il réussissait toujours très bien. Et puis, tout en étudiant sa théologie, il apprenait le chinois. Et 2 ans après, il avait fini sa théologie. Il a été ordonné prêtre. Notre évêque missionnaire était tout à l'est, un endroit qu'on appelait Tatienlou, et plus tard, on l'appelait Cantine, quand la région a été élevée au rang de province. Alors, Tatienlou est devenu Cantine. C'est le nom que le gouvernement central avait donné au chef-lieu de cette province. Bien, le père Tornet, pour être ordonné, aurait dû aller auprès de l'évêque, c'est-à-dire faire un voyage de près d'1 mois par Mont et par Vaud, dans des milieux encore assez troublés, où il aurait eu de bonnes chances d'être pillé en voyage, sinon tué. D'autres missionnaires auparavant avaient été pillés ou en tout cas tués. Alors, on l'a envoyé vers le sud, parce que nous étions dans la province du Yunnan, dont Kunming était la capitale. Alors à Kunming, il y avait un évêque. Mais lorsque le père Tornet est arrivé à Kunming, on lui a dit « Ah, l'évêque vient de partir pour la France parce qu'il était malade, âgé, un peu la tête perdue déjà. Et de fait, il est mort à mi-chemin à Singapour. Alors il a dû descendre de Kunming vers le Vietnam, qu'on appelait à l'époque le Tonkin ou l'Indochine, où à Hanoï, il y avait un évêque qui l'a ordonné prêtre le 28 avril 1938, non le 24 avril je crois, 1938. Il a donné tous les ordres majeurs, le diaconat, 2 jours après le sous-diaconat, le diaconat, puis la prêtrise. En 1 semaine, il a ordonné. Alors le père, après ça, remonte vers notre mission et il fut chargé du petit séminaire qu'on appelait alors seulement probatoire, c'est-à-dire une préparation, pré-école en vue du séminaire. À ces enfants qui venaient des paroisses de notre mission, il fallait tout leur apprendre. Ils ne connaissaient pas l'alphabet, puisque là-bas, on parle chinois ou tibétain, et on écrit en chinois et en tibétain, mais pas avec notre alphabet latin. Or, comme futur prêtre, il devait étudier le latin, comme on l'étudie en Europe et partout, parce que tous les livres liturgiques, le bréviaire, le missel, le rituel étaient en latin. Alors, il a dû leur apprendre d'abord l'alphabet, les tableaux, comme on dit, et puis apprendre à syllaber
et à lire correctement. Et puis après, apprendre toutes les règles de la langue latine, la syntaxe, et puis la coordination des temps, etc., la déclinaison des verbes. Il a réussi magnifiquement. Il faut dire que ces gens-là, même s'ils ne sont pas cultivés, ils ont une mémoire fantastique. Ils ont un don d'enregistrer. Je pense qu'au cours des siècles, chez eux, comme personne n'écrivait, ou c'était très rare que dans une paroisse, disons dans une commune, il y ait un homme qui sache écrire pour faire des petits actes comme ça entre familles. Et alors, ils devaient se raconter beaucoup d'histoires, de légendes, etc. Et donc, c'était la mémoire qui était appelée à enregistrer tout ça. Bien, le père Tornet, donc, en 1938, ordonné prêtre, a été chargé du probatoire petit séminaire qui était à Jolopa, c'est-à-dire à 1h30, un peu plus au sud que vous ici. Ça a été construit exprès pour ses élèves. Au début, ils étaient une trentaine, mais très rapidement, une vingtaine et plus ont été éliminés parce qu'ils n'avaient pas de goût à l'étude, ou pas de capacité, ou pas le goût de persévérer. Mais il en est resté quand même. Et puis, aussi, au cours des années, quelques nouveaux élèves venaient. Ça n'a pas été une fournée unique. Alors, il avait plusieurs degrés, plusieurs classes, si vous voulez, à diriger. Et il s'est démené à ce travail-là jusqu'en 1945, quand l'unique missionnaire qui était au Tibet indépendant, c'est-à-dire au nord de la province du Yunnan, il y a une frontière entre la Chine et le Tibet, et Yerkalo était au nord de cette frontière, donc au Tibet indépendant. Alors ce jeune prêtre des missions étrangères de Paris, parce que nous étions des collaborateurs des missions étrangères de Paris, et il était entendu que nous reprendrions les postes les uns après les autres au fur et à mesure qu'ils deviendraient vacants, qu'un prêtre vient à mourir ou bien qu'il est trop vieux, qu'il ne peut plus faire. Alors le père curé de Yerkalo, le père Burdin, étant mort à 36 ans de la fièvre typhoïde, il fallait le remplacer. Bon, nous étions à la fin de la guerre, mais la guerre n'était pas finie. C'est au mois de février 1945 et la guerre a fini. Ici, la guerre européenne, si vous voulez, a fini au mois de mai, je crois, par la reddition de l'Allemagne, des soldats allemands qui étaient au nord de l'Italie. Et puis, les troupes américaines et européennes avaient envahi toute l'Allemagne. Et la Russie avait envahi l'Allemagne de l'Est. Bon, en Europe, la guerre a fini en 1945. Mais il y avait encore la guerre en Orient entre le Japon et la Chine. Cette guerre a fini que le 15 août 1945, par la reddition du Japon. Ça veut dire que nous avons vécu pendant des années coupés de l'Europe. On ne recevait même pas de lettres et pas de fonds. Il a fallu vivre avec les petites ressources que la mission avait, quelques champs, et puis les chrétiens nous aidaient tant comme ils pouvaient, si vous voulez. Et le père Tornet, donc, a fait 7 ans, le professeur, et puis il était un peu le papa de tous ces enfants qu'il fallait non seulement instruire, mais éduquer et soigner, et parfois pouponner presque, parce qu'il y a des petits qui pleuraient, la maman n'était pas là. Lui, il était très dévoué. Alors, il a fait ça admirablement. Mais aucun n'était au bout des études, même secondaires. Il lui fallut encore 3-4 ans pour qu'il soit suffisamment formé pour entreprendre au grand séminaire les études de théologie. Que faire? Nous ne recevions pas de renfort. Depuis mon arrivée là-bas en 1938, moi je suis parti 2 ans après le père Tornet avec un autre confrère, le chanoine Nanchen,
qui est malheureusement mort dans le Mékong. Il a voulu traverser le Mékong à la nage et je pense qu'il a été pris d'une crampe et il a été emporté par le courant, il est mort. Alors, on n'avait pas de renfort. Et puis, des nouveaux étaient arrivés, mais à ce moment-là, ils ne connaissent pas la langue et pendant 1 an, 2 ans, ils sont inutiles. Il faut d'abord qu'ils apprennent le chinois ou le tibétain ou les deux pour pouvoir ensuite fonctionner, travailler. Donc, il y avait 2 choix possibles entre moi et M. Tornet. Les autres étaient pris dans des postes, et on tenait à les conserver à Wissy, Siawissi. On n'était pas si nombreux. Il y avait le père Méli, le père... le père Coco, le père Tornet et moi, comme prêtre, le père Lation. Le père Lation, alors, et puis M. Méli, donc en 1938, l'année où je suis arrivé là-bas, a dû rentrer, il avait des maux d'entrailles qu'on ne pouvait pas guérir avec les remèdes dont nous disposions. Il est rentré en Europe, si bien qu'il n'y avait plus que 4 prêtres, et le père Lation a été nommé supérieur, le père Coco était dans un poste un peu important, au fond de la vallée du Wissy. Il y avait un poste qu'on appelait Siawissi, le petit Wissy. Mais il y avait davantage de chrétiens là qu'au grand Wissy, où il y avait très peu de familles qui s'étaient converties. Parce que avant nos pères, aucun père n'avait résidé continuellement sur place. Ils étaient simplement, ils allaient de temps en temps, 1 fois ou 2 par année, voir les quelques chrétiens qui se trouvaient là. Bien, le père Tornet alors arrivé à Yerkalo au mois de fin mai, début de juin 1945. Moi, j'étais là-haut comme intérim, c'est-à-dire j'ai tenu le poste pendant la vacance. Le père Burdin étant mort, le nouveau curé n'était pas encore nommé, c'est moi qui, me trouvant sur place, j'étais allé en visite chez ce père et il est mort dans mes bras. J'ai fait l'intérim, c'est-à-dire le bouche-trou, pendant 6 mois environ. Et puis le père Tornet arrive. Alors lui, il a pris en main la paroisse, lui était le curé titulaire. Et puis nous avons fait un voyage ensemble au nord-ouest au nord-est, je veux dire, de Yerkalo, où il y avait un poste secondaire qui n'avait pas reçu de visite de missionnaire depuis 10 ans, à cause des troubles, des pillages qu'il y avait constamment dans ces régions. C'était un pays troublé, donc des tas de gens, ceux qui avaient un fusil, c'était les rois du pays, ils pouvaient piller les autres. Et puis après qu'on ait eu fait cette visite, on est revenu à Yerkalo, et moi je l'ai mis au courant de ce que je savais par le père qui... Parce que j'avais vécu 2-3 mois avec le père Burdin, avant sa mort. Et j'ai mis le père Tornet au courant, et puis je suis redescendu à Tchejon, dans la vallée du Mékong, qui était le poste où j'avais vécu depuis 40-41 jusqu'à ce moment-là, pendant 4 ans. Et que j'étais vicaire d'un père des missions étrangères, le père Goré, qui était, lui, le vicaire général de l'évêque pour cette région-là. Alors j'étais son vicaire. Et c'est lui qui a tenu à ce que je revienne avec lui. On était en très très bons termes. Et alors voilà, le père Tornet était seul au Tibet indépendant. Et très rapidement, les lamas qui là-bas sont pas seulement des pères spirituels, mais ils ont le pouvoir temporel. C'est eux qui gouvernent le pays, ils ont tous les pouvoirs. Alors ils lui ont signifié de s'en aller. Nous ne voulons plus de pères étrangers par ici et pas de chrétiens. Les chrétiens vont apostasier et toi tu dois t'en aller. Le père Tornet a dit, écoutez, alors vous êtes un peu trop petit pour prendre des décisions si graves. Moi, j'ai été envoyé par l'évêque. Alors si l'évêque me dit de partir, je pars. S'il me dit de rester, je reste. Mais moi, je ne vais pas trancher
l'affaire là si grave sans l'assentiment de l'évêque. Or, l'évêque m'a écrit, même si on vous fait du chantage, si on vous menace, tenez bon, tenez bon. Alors, arrangez-vous avec l'évêque, et puis, si l'évêque me dit de partir, je pars. L'évêque a dit, tenez bon, sauf si on vous menace de mort, alors je ne voudrais pas qu'on vous tue quand même. J'ai pas assez de prêtres pour les sacrifier comme ça. Et alors, un jour, au début de janvier 46, une vingtaine d'hommes armés arrivent à la mission, et dans la mission, ils montent à l'étage où était le père, et ils commencent à piller, ils ont jeté son lit par-dessus la galerie en bas dans la cour, puis on dit, madame, est-ce que tu t'en vas, oui ou non? Il menaçait de tirer comme ça. Le père, il était fumeur, alors il avait un pot de tabac, là, le tabac qu'on fabrique dans le pays, c'est pas du tabac de commerce. On le plante dans le jardin, on le sèche, et puis après on le fume. Et il a bourré sa pipe, il l'a allumé, tiré quelques bouffées, puis dit, quand vous serez fatigué de tenir vos fusils, vous pouvez les poser, puis discuter. Alors bon, discutons. Alors on dit, maintenant nous ne voulons plus de chrétiens ici, nous sommes bouddhistes, nous sommes des lamas, et eux disaient, la France a été battue, parce qu'autrefois c'était une mission française, purement française. Le père, ils ont dit, toi tu es suisse, tu n'as rien à faire par là. Il dit, oui, moi je suis suisse, mais notre évêque est français. C'est lui qui m'a commandé de venir ici. Et chez nous, c'est l'habitude, on obéit à l'évêque. Encore une fois, je vous dis, si l'évêque me dit de partir, je pars. S'il me dit de rester, je reste. On va te tuer, te couper en morceaux, te jeter au fleuve, alors tu descendras en Chine, parce que le fleuve descend du nord vers le sud. Il a dit, ah oui, c'est sûr, si vous me coupez en morceaux, me jetez au Mékong, je descendrai en Chine, évidemment, mais volontairement, non. Et puis, au bout d'un moment, les chrétiens les plus courageux du village arrivent à la mission. Ils avaient appris qu'une vingtaine de brigands armés étaient venus là, et ils sont arrivés pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Alors ils ont dit, surtout, ne faites rien d'irréparable, hein? Il faut discuter. Et puis ils ont dit au père, écoute, père, tu ne peux plus rester, c'est pas possible. Toi, tu es courageux, tu es prêt à donner ta vie, mais si tu ne pars pas, ces gens-là vont se tourner contre nous. Nous, on a femmes et enfants, puis on n'a pas ton courage. Alors, tu vois, tu gagnes à partir. Et puis, après, l'évêque, avec les autorités, il essaiera d'arranger la chose, il pourra peut-être revenir, mais maintenant, il vaut mieux partir. Alors, le père, il dit au lama, voyez, vous êtes si méchants que mes chrétiens sont obligés, sont condamnés à me dire de partir. Parce qu'ils ont peur de votre... ils étaient capables de tout, hein, tuer les gens ou les piller, faire des amendes terribles, et surtout leur donner à bastonnade, etc. Alors le père Tournay a dit, bien, je pars. On a dit, bien, on te donne 5 jours pour faire tes malles, tes valises, pour t'en aller. Alors le père a confié à des familles chrétiennes les objets de la sacristie, le calice, missel, aube et nappe d'autel. Et puis il a mis ses affaires dans des caisses, mais laissé là, il a dit, je n'emporte rien que ce que j'ai sur le dos, parce que quelques années auparavant, ces mêmes lamas avaient chassé un pasteur protestant américain. Et lui, il était parti avec toutes ses affaires, sa famille. Alors, ils l'ont accompagné sur 10-12 kilomètres, et puis ils arrivaient justement à la fameuse frontière entre la Chine et le Tibet. Alors, dès qu'il fut de l'autre côté, eux l'accompagnaient soi-disant pour sa sécurité. Ils étaient promis de l'accompagner jusqu'au premier village chinois, puis après,
serait aux Chinois à le protéger. Arrivé de l'autre côté du torrent, ils disent, écoute, ces bagages, c'est très encombrant. Quand on veut voyager, il vaut mieux n'être pas trop chargé de bagages et d'histoire, parce qu'il avait des mulets, des chevaux qui portaient ses caisses, etc. Ils ont tout pris. Alors le père Tonnes dit, ils vont me faire le même coup. Si j'emporte mes affaires, ils ne pilleront pas sur le territoire du Tibet, parce que après on dirait le crime a été commis au Tibet, c'est au Tibet à faire l'enquête, c'est au Tibet à punir. Non. Là, c'était en montagne, vous comprenez, entre deux villages. Il n'y a personne qui pouvait leur dire de ne pas faire le coup. Eux prennent leurs affaires en Chine, et puis ils repassent la frontière et viennent chez eux avec tout le bagage. Bon, alors le père, puisqu'il a été mis en demeure c'est-à-dire les chrétiens l'ont supplié de s'en aller pour que l'affaire ne se complique pas trop. Alors les lamas l'ont accompagné jusqu'au premier village chinois. Mais ils ont vu qu'il n'avait rien du tout, il avait juste le pique-nique pour un jour. Ils n'ont pas payé. Mais ils lui ont fait comprendre qu'il ne devait pas rester tout près de la frontière, parce que les chrétiens d'Yarkalo pouvaient trop facilement trouver le père. Alors, le père est descendu encore une journée de marche. Il y avait un village qui s'appelait Pamé, où il y avait une ou deux familles chrétiennes. Alors le père s'est dit, je vais chez eux, s'ils veulent bien me recevoir. Et comme ça, je ne suis pas si loin d'Yarkalo. En un jour et demi, ceux qui veulent venir me trouver, se confesser, reçoivent l'Eucharistie, et peuvent le faire facilement. D'autant plus qu'à Yarkalo, c'est un pays où on extrait du sel, comme les salines de baie, hein, mais ce n'est pas sous cette forme. C'est une source d'eau salée. Alors, ces gens puisent l'eau salée, la portent sur des terrasses, et le vent, le soleil font évaporer l'eau, et après on balaye le sel. Hein. Alors, les chrétiens d'Yarkalo, et puis les païens aussi, parce que tout le monde n'est pas chrétien d'Yarkalo, vivent du commerce du sel. Alors, ils vont vendre ça en Chine ou échanger contre des céréales, du riz, du thé, des toiles et autres marchandises. Alors, ces chrétiens vont et viennent plusieurs fois par année avec leur caravane pour leur commerce. Ils passent par Pamé. Alors, ils profitaient d'aller saluer le père, etc. Et le père est resté là, mais dans un inconfort total. Il avait en tout pour tout une chambre, si vous voulez, mais pour vivre, pour dire la messe, il n'avait que ça. Et puis un domestique qui a bien voulu l'accompagner, alors que les lamas avaient interdit à tout le monde, tous les chrétiens, d'accompagner le père. Il doit partir seul, sinon on nous accusera d'avoir chassé les indigènes, les gens du pays. Mais un grand jeune homme, il a dit, je m'en fous pas mal, c'est lamas, je vais avec toi. Alors il est resté au service du père. Et puis au bout d'une année, le père est descendu plus au sud encore. On avait un poste non occupé à Athènes, qui est un petit centre d'industrie. Et là, alors, il a vécu encore une année et quelques. Et puis, voilà que, entre-temps, le pape Pie XII avait établi la hiérarchie en Chine, c'est-à-dire que ces évêques qui étaient autrefois, ils étaient évêques, mais ils n'avaient pas ils n'étaient pas évêques d'un diocèse, ils étaient des vicaires apostoliques, donc ils étaient censés administrer au nom du pape. C'était des vicaires du pape pour la propagation de la foi. Mais le pape avait alors, Pie XII, a dit, après la guerre, il a établi les diocèses et archidiocèses en Chine. En tout, il y avait plus de 100 postes, de 100 diocèses qui ont été confiés en partie à des Chinois, en partie à des Européens de différentes sociétés missionnaires. Alors, le nonce apostolique qui réside à Nankin
parce que Chiang Kai-shek avait sa ville capitale à Nankin. Alors le nonce résidait dans la même ville, à Nankin, et voilà qui annonce qu'il viendrait à Kunming, la capitale du Yunnan, pour établir au nom du pape l'archevêque de Kunming, et cet archevêque ensuite devait établir les évêques suffragants, c'est-à-dire 2 ou 3 qui étaient dans la même province. Alors le père Goré, qui était le vicaire général pour notre région, il dit au père Tournay, écoutez, vous avez une excellente occasion de rencontrer le nonce, de lui exposer l'état de la situation. Le nonce, comme il est un diplomate, enfin, il est en bonne relation avec le gouvernement chinois, puis aussi avec les ambassades étrangères qui étaient là à Nankin. Entre autres, il y avait des ministres de Suisse, il y avait l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Amérique, d'Angleterre, etc. Alors, Père Tournay a dit, d'accord, d'accord. Il descend de Atenze jusqu'à Wissy, il en parle au Père Lation, qui était notre supérieur, puis le Père Lation dit c'est très bien. Alors il a donné ce qu'il fallait pour le voyage, un peu d'argent aussi pour acheter en cours de route, on ne peut pas tout transporter. Et puis arrivé à Kunming, on dit ah malheureusement le nonce qui s'est annoncé il y a un mois, et il vient de nous télégraphier qu'il ne peut pas venir à cause des troubles, parce que la guerre s'était accentuée entre communistes et non communistes. Alors il ne viendra pas. Mais l'évêque du lieu a dit, mais vous pouvez aller à Nankin. Il a dit, oui, je peux aller, mais Cubis, moi, je n'ai pas les poches remplies de louis d'or. Hein. J'ai qu'un tout petit pécule pour ce petit voyage de notre mission jusqu'à Kunming. Alors l'évêque a dit, bien écoutez, parce qu'il lui avait demandé un jour, voilà, un prêtre qui devait prêcher la retraite à d'autres prêtres et aux séminaristes, il est tombé malade. Est-ce que vous pourriez faire peut-être nous dépanner? Alors le père a dit d'accord. Il lui a fait 3 jours de prédication à ses prêtres et à ses séminaristes. Alors l'évêque lui a dit, je vous paye le voyage, allez. Mais je n'ai pas assez d'argent parce que je dois aider tous les missionnaires pour payer le voyage complet. Mais il y avait à Hong Kong, c'est-à-dire plus au sud, cette colonie anglaise qui a été rendue à la Chine en juillet passé, un père qui avait été autrefois curé de Yerkalo. En 1905, il a dû quitter le pays parce qu'il y a eu des troubles, et puis des gens avaient tué un homme du pays, et pour faire filer le père, ils ont dit que c'est lui, à son instigation, qu'il l'avait tué, ce qui était un mensonge absolu. Mais les autorités françaises, il y avait un consul à Kunming, et le père est descendu pour exposer son cas. On dit, nous sommes absolument persuadés que vous n'êtes pour rien dans cette affaire, mais si vous remontez, vous comprenez, ces gens-là vont se venger et ils vous tuent. Parce que c'est des brigands comme ça. Alors le père, ce père-là, s'est retiré à Hong Kong et il travaillait pour les missions, mais à la procure. Parce que beaucoup de missionnaires, ils passaient commande de choses qu'on ne trouve pas en Chine, des livres ou des habits ou des calices ou des brevières, tout ça. Alors il fallait toujours faire des paquets, envoyer, recommander, et puis c'était un travail de procure. Ce père était là, et évidemment qu'il continuait à s'intéresser à ce qui se passait à Yerkalo, dont il avait été le curé. Et le père Tournay lui écrit, écoutez, est-ce que vous pourriez me rendre un service? Vous êtes à la procure, si vous n'avez pas vous-même de l'argent, demandez au procureur de faire l'avance. Mais ce père avait quelques économies, alors il a dit, il n'y a pas de problème, je vous paye le retour, puisque l'évêque de Kunming vous paye l'aller, et moi je vous paye le retour. C'est comme ça que le père Tournay s'est rendu à Nankin, la capitale de la Chine à l'époque. Il a vu le nonce, Monseigneur Ribéry. Il a vu le ministre de Suisse. À ce moment-là, la Suisse
n'osait pas donner le titre d'ambassadeur à ses représentants, c'était le titre de ministre seulement. Plus tard, on a appelé aussi nos délégués dans les différents pays ambassadeurs, mais à l'époque, c'était encore ministre. Alors, c'était un Tessinois qui était là et qui l'a aidé autant qu'il a pu. Et puis, le père Tournay a vu l'ambassadeur de France, qui est un ancien général, Peshkov. Il a vu l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur d'Angleterre, et chez qui encore, et surtout il a vu le ministre chinois des Affaires intérieures et lui a expliqué la situation. Ils ont dit, écoutez, voyez, toute la Chine est en feu. Il y a la lutte dans toutes les provinces entre les partisans de Chiang Kai-shek et les communistes qui veulent prendre le pouvoir. On fera tout ce qu'on peut par écrit, mais on ne peut pas aller là-bas vous protéger, vous donner une escorte, c'est pas possible. Alors, nous requérons Dalai Lama de dire à ces lamas locaux de rester tranquille, etc. Oui, mais rien n'a été fait, ou en tout cas, rien n'a donné du succès. Alors, le père est revenu, mais il n'a pas pu monter à Yerkalo à ce moment-là. Du reste, c'était trop dangereux. Mais il s'est dit, le nonce lui avait même dit, mais d'après ce que vous me racontez, vous êtes au Tibet. Il dit, oui, je suis au Tibet. Alors, vous devriez plutôt aller à Lhasa, trouver le Dalai Lama, lui expliquer la situation, et puis implorer de lui un édit de protection, de tolérance pour les chrétiens du lieu. Pierton a dit oui, c'est sûr, mais le hic, c'est que pour aller là-bas, il faut pas mal d'argent parce que on nous ouvre pas les portes si on n'a pas un cadeau magnifique à leur donner, hein. Et puis les frais du voyage, aller-retour, plus d'un mois à l'aller, autant en retour, puis là-bas à Lhasa, il faudra rester combien de temps pour essayer de régler l'affaire. Alors, le nonce lui a donné $200 américains. Il a dit, c'est une petite aide, mais moi, je vous donne ça. Et puis, le père Lation lui a fait d'autres avances. Puis, il avait écrit entre-temps à sa famille qui lui a envoyé 2-3 000 francs, je ne sais pas combien. Et si bien qu'il s'est mis en route. Il a quitté la Tenze, où il séjournait depuis son expulsion de Yerkalo. Il est parti, voyons, vers le 10 juillet 49. Alors, pour partir, lui n'a jamais été au Tibet, et son domestique non plus. Ils se sont dit, il faut que nous nous mettions avec une caravane qui connaît le pays, le chemin, puis les étapes où on doit s'arrêter, où on peut trouver, se ravitailler, etc. Alors, c'est abouché avec une caravane chrétienne qui allait pratiquement chaque année là-bas. On a dit, si vous voulez nous suivre. Mais le père Tourné a dit, moi, j'ai un domestique, mais j'inviterai encore 2 autres à m'accompagner parce qu'on aura des mulets, des charges de thé pour offrir des cadeaux là-bas. Alors, je voyage à mon compte avec mes hommes, mais là où vous arrêtez pour faire étape, on s'arrêtera aussi parce que nous ne connaissons pas le chemin, ne connaissons pas les conditions. On a dit d'accord. Alors les voilà partis. Ils ont quitté Athènes, comme je disais, je crois 10 juillet. Et puis, ils ont avancé vers Lhasa. Et le 17e jour, arrivent 2 hommes de Yerkalo, envoyés par les lamas, avec des lettres pour les lamaseries de la région, les autorités de la région, disant qu'il y a un étranger avec la caravane d'un tel qui va arriver. Eux, on les a vu passer 2 jeunes gens qui allaient à toute allure, si vous voulez, le plus vite possible, parce que d'Athènes, un espion avait averti les lamas que le père était parti avec la caravane d'un tel. Alors eux, ayant appris que le
père Tourné était parti du côté de Lhasa, ils se sont dit, on sait pourquoi. Il va nous dénoncer au Dalai Lama, il va lui demander protection. Et puis nous, on perd la face, comme ils disent, parce que s'ils reçoivent un ordre strict du Dalai Lama, il ne peut pas ne pas obéir, n'est-ce pas? Alors, ils ont tenu conseil avec 2-3 petits potentats locaux. Ils ont décidé de tuer le père. Bien. Nous savons parce qu'un catéchiste de Yerkalo nous a écrit, mais cette lettre nous est arrivée après le meurtre du père. Nous a écrit que le père était parti, que les lamas le savaient, qu'ils avaient envoyé des gens derrière lui pour le faire rebrousser chemin et qu'il y avait grand danger qu'il tue parce qu'ils avaient décidé en conseil de le tuer. Alors, nous, tout au sud, quand on a reçu la lettre du reste après la mort du père, mais on n'aurait rien pu faire. On n'a pas eu une escouade, une petite troupe, et puis l'envoyer au Tibet, c'était impensable. Traverser la frontière, on est arrêté. Alors le père a été rejoint par ces 2 hommes, ou plutôt, ces 2 hommes ont passé le long de la caravane, mais assez rapidement. On ne savait pas où ils allaient ni pourquoi. Ils sont allés à la prochaine lamaserie dire il y a une caravane qui va arriver dans 1 heure ou 2 avec un étranger. Les lamas de Yerkalo demandent que vous leur barriez la route et que vous leur fassiez faire demi-tour. Bon, alors, lorsqu'ils sont arrivés à Tinto, c'est là qu'ils ont été arrêtés, on leur dit, vous n'êtes pas autorisés à poursuivre la route sur Lhasa. Vous devez faire demi-tour, et puis vous devez faire demi-tour à toute la caravane, non seulement du père, mais celle avec lesquelles ils s'étaient agrégés. Et puis le père est intervenu, leur a fait un cadeau en disant, non, écoutez, lui n'est pour rien, simplement nous ne connaissions pas le chemin, on voyageait après eux, mais en même temps qu'eux, pratiquement, là où ils s'arrêtaient, nous arrêtions, mais il avait sa tante, il avait son cuisinier, si vous voulez, son pique-nique pour la journée, il ne mangeait pas sur le dos de la caravane. Alors, on dit qu'il devait redescendre, et puis à mi-chemin, il y avait une douane qui contrôlait toutes les marchandises et qui prélevait un impôt sur les marchandises qui vont vers le Tibet, une espèce d'octroi. Comme dans nos frontières, vous voyez, ceux qui ont des choses à déclarer, on leur demande tant, et puis ils payent et ils passent. Alors le père se doutait, le père Tourné, il était moralement sûr que s'il passait la douane, ou si le chef douanier, parce qu'il avait aussi des aides, peut-être 8 ou 10, le repérait, il ne laisserait pas aller plus loin. Mais lui s'est arrangé pour ne pas passer 2 jours à la douane. Le chef caravanier est allé, dit voilà, j'ai mes gens, mes mulets, tant de charges, de ceci et cela. Et le père Tourné, ce jour-là, on lui a dit la douane n'est plus dans 1 heure, comme ça on arrive à la douane. Il est resté avec son domestique, resté en retrait, attendu que la nuit soit tombée pour arriver où campait la caravane. Parce que la caravane campait pratiquement sous les fenêtres de la douane, ou en tout cas tout près, dans un champ vague, là. Et puis le lendemain matin, il est parti en avant avec son domestique, et puis il avait 3 domestiques. Alors un l'accompagnait, les 2 autres faisaient avancer ses mulets. Si bien que le chef douanier n'a pas su, mais lorsqu'il a été averti par les 2 jeunes gens, que soi-disant un étranger avait passé, alors il lui a adjoint un sous-fifre pour que ça fasse davantage d'impression auprès des autorités, parce que peut-être la lettre des lamas de Yerkalo ne fera pas tout l'effet désirable, alors il envoie un lieutenant. Et alors là, on lui a dit, il faut faire demi-tour.
Bon, le père est intervenu, le caravanier principal qu'il avait pris un peu en charge a pu continuer avec ses gens et ses bêtes vers Lhasa. Ils étaient à mi-chemin. Mais le père Tornet a dû faire demi-tour avec ses domestiques, et ses mulets, ses charges. Et puis, il était suivi par les deux jeunes gens qui venaient de Yarkalo et qui connaissaient Dossi, donc c'était le nom du domestique. Et puis, ils connaissaient le père. Le père avait même soigné un de ces deux-là. Une fois devenu à la mission, il lui avait, je ne sais pas pour quelle maladie, mais enfin, il lui avait donné des remèdes et il l'avait soigné. Alors, on lui dit, vous n'avez rien à craindre, mais les lamas ne veulent pas que vous alliez à Lhasa. Les étrangers ne sont pas reçus au Tibet. Alors, nous vous accompagnons pour que vous n'ayez pas malheur en route, mais on vous ramène à Atenze, le point de départ. Et puis là, le mandarin chinois s'occupera de vous, mais nous, comme mission, on est chargé de vous ramener. Bien. Alors, ils ont fait plusieurs jours pour arriver à la frontière chinoise qui, là, est au col du Shula, est à 5000 mètres d'altitude. Hein. Là-bas, vous savez, c'est encore près des Himalayas, c'est la queue des Himalayas. Les cols sont à 4800, 5000 et plus. Alors, la caravane passe le Shula. Et une fois passé le Shula, le versant sud, c'est la Chine. Le versant nord, c'est le Tibet. Alors, le père et ses domestiques sont dit, maintenant on est sur la Chine chic, hein. On a échappé belle, ils nous ont pas fait de mal. Alors, ils descendaient du col, comme ça, c'était une piste muletière un peu en zigzag, la pente est trop forte pour aller tout droit. Et à 1 heure environ sous le col, là où finit la forêt, parce que chez nous, la forêt finit vers 1800 mètres, là-bas, c'est à 4000 à peu près. Hein. La forêt ne va pas plus haut. 4 lamas attendaient la caravane depuis 2 jours déjà. Ils étaient là, sont arrivés avant. Et au moment, parce qu'ils avaient réparti les gens de la caravane domestique près, et puis il y avait aussi un lieutenant de la douane, et puis une femme qui était malade et qui voulait se faire soigner. Le père a dit, écoute, je dois faire toute une série d'injections, de piqûres, c'est pas ici en route que je peux faire ça. En t'en faire une en passant, c'est inutile, il faut rester peut-être 2-3 mois à Atenze, puis chaque semaine venir faire une piqûre. Il était syphilitique, je sais pas quoi. Alors, le père Tornet à Atenze avait des remèdes, mais il a dit, eh bien, alors cette dame était là avec un domestique et un cheval. Alors, les 2 poursuivants, ils avaient réparti dans un certain ordre le père, les domestiques et puis les autres accompagnants. Et puis, au moment où ils arrivent vers le sommet de la forêt, 4 lamas surgissent avec les fusils prêts à tirer. Le père Tornet a crié « Ne tirez pas, discutons ». Il voulait sauver ces gens. Il s'est dit « Ils vont tuer toute la caravane, mes 3 domestiques, etc. » Non, ils n'ont pas tué tout le monde, mais ils ont tué Dossi, qui était tibétain et qui avait suivi le père. Lorsque le père a été chassé d'Yarkalo, on avait dit personne ne doit l'accompagner, qu'il s'en aille tout seul. Alors c'est une vengeance des lamas, et puis ils ont tiré sur Dossi. Dossi tombe en criant « Maman !» Et le père Tornet donne vite l'absolution, et c'est lui qui a été tué à ce moment-là. Bon, après l'avoir tué, les 2 autres domestiques étaient chinois. Pour leur faire peur, les faire filer, ils ont tiré quelques coups par derrière, mais ils n'ont pas voulu les tuer, sinon ils n'auraient pas échappé, hein, mais ils voulaient leur faire peur. Alors ils sont partis en bas, en avant de l'endroit, enfin en dessous de l'endroit, et puis après ils se sont cachés dans la forêt,
puis attendu pour voir comment ça tournerait, on ne sait jamais. Peut-être que Dossi seul a été blessé, est-ce que le père aura été... Ils ont entendu 2-3 coups de feu, mais comme on leur tirait aussi par derrière, ils étaient épouvantés, les deux. Ils ont fait, je sais pas moi, 300-400 mètres, puis ils sont arrêtés dans la forêt, à l'abri des arbres. Un était en dessous du chemin, l'autre en dessus. Bon, ils n'entendent plus rien. Ils ont simplement vu qu'on avait fait du feu et que la fumée montait. Le coup fait, ces messieurs ont voulu se goberger, se ravitailler, ils ont fait bouillir du thé, et puis ils ont voulu manger, ils avaient des provisions, puis ils ont volé les 5 mulets. Le père avait 3 mulets, puis un des domestiques chinois en avait 2. Ils ont tout volé, la caravane avec les marchandises, et même ils ont déshabillé le père et le domestique, les ont laissés nus au bord du chemin. Pour rien perdre, hein? Les habits, c'est toujours intéressant. Bien, alors les 2 jeunes gens attendent là 1 heure environ, et puis ils n'osaient pas s'appeler à haute voix, alors ils ont sifflé comme des oiseaux. Bon, et puis ils se sont rapprochés, et puis ils ont dit maintenant nous filons parce que ceux-là ils vont descendre après nous. Non, ils sont rentrés chez eux par les hauts, par les pâturages. Il y a un sentier, ils sont pas redescendus par le chemin des caravanes, mais ils ont pris le haut à travers la montagne. Et ces 2 jeunes gens, les 2 domestiques chinois qui ont échappé, ils connaissent un peu les habitudes du pays. Ils sont arrivés assez près d'un village, mais ils se sont dit, ne rentrons pas au village de jour. Il ne faut pas qu'on soit vu parce que peut-être qu'on risque aussi d'être malmené. Et puis, en montant, en allant vers le Tibet, il s'est arrêté dans une famille, dans le premier village, ou dernier village au pied de la montagne. Alors, ils sont arrivés chez ce monsieur-là, cette famille, qui les a reçus. Alors, ils ont pleuré comme des madeleines, et puis ils ont dit, le père sans doute a été tué, et Dossi, on a attendu un bon moment, 1 heure environ, plus rien, il faut croire qu'ils les ont tués. Alors, ce monsieur a dit, vous avez été vraiment des fins malades de ne pas rentrer de jour, parce que sur les lamas à part les lamas qui sont montés là-haut, les 4, c'était les plus jeunes qui sont montés là-haut, il y a encore 7 autres qui ont patrouillé depuis 2-3 jours ici, le long du fleuve, surveillant le chemin. Alors ceux-là, maintenant, ils sont dans telle famille ici en haut. Ne sortez pas. Il a envoyé sa fille acheter un peu de gouttes dans le village, chez des voisins, lui n'avait pas de gouttes à leur offrir. Puis il a dit, demain matin, avant le jour, je vous réveille, je vous donne le thé, donc là-bas on boit du thé le matin avec la farine d'orge grillée, la tsamba, et puis je vous fais passer le pont un peu plus bas, il y avait sur le Mékong un pont en corde en bambou, hein. Alors on passe en tenant une glissière, comme ça on glisse, une glissière en bois de cette longueur, mais comme ça incurvée, et ça sert à glisser sur le pont. Alors, je vous fais passer le pont, sinon, je ne réponds pas de ce qui arrive. Hein. Les lamas, là, s'ils savent que vous êtes les domestiques du père, on ne sait jamais. Bon, c'est ce qui a eu lieu. Le bonhomme, là, très gentil, les a ravitaillés, les a consolés comme il a pu, puis il a dit demain matin à 4 heures, départ pour passer le pont un peu plus bas, il y a l'endroit où on passe, et bon voyage. Et eux sont arrivés alors le lendemain donc du crime, mais le soir même où ils ont logé là chez ce monsieur, le lendemain, en un jour, sont arrivés à Athènes, et ils ont venu à la mission, il y avait le père Savio. Le père Savio était arrivé en Chine sitôt après la guerre, en 1946. Il savait déjà le chinois, il étudiait le tibétain chez le père Tournai. Et
pendant l'absence du père Tornet, lui assurait la permanence à Athènes pour la mission, donc la messe du dimanche, et puis les gens qui venaient chercher des remèdes ou demander un renseignement. Alors, il a appris que la caravane avait été pillée, tuée, décimée. Il dit aux deux domestiques, maintenant, allons chez le mandarin chinois et vous lui raconterez vous-même comment ça s'est passé. Puis alors, ben, le mandarin a dit, oh, les salauds, vraiment, alors ça... Et puis ils commettent un crime comme ça sur la Chine. Ils commettent le crime sur la Chine et puis ils passent de l'autre côté de la frontière, ni vu ni connu. Hein? Et puis les Chinois n'avaient pas encore envahi le Tibet, n'osaient pas intervenir, évidemment. Mais le père Savio a dit maintenant, il faut mettre sur pied une colonne de secours pour amener les cadavres. Hein? Alors, est-ce que tu peux m'aider à trouver les hommes qu'il faut? Il en faut au moins 8 pour porter 2 cadavres et puis la nourriture à l'aller et au retour, parce que dans ces montagnes, on a qu'est-ce qu'on y porte, hein? En dessous des derniers villages, il y a une montée terrible et puis le retour. Alors, les 8 hommes sont montés et c'est eux qui ont trouvé les 2 cadavres nus comme verre au bord du chemin. Bon, avec des bambous, parce que là, il y a une forêt de bambous, ils ont fait un brancard, mis les cadavres dessus, et 2 hommes portaient pendant 1 heure environ, puis après deux autres le relayaient et s'échangeaient comme ça plusieurs fois. En 2 jours, ils sont revenus à la mission. Il y avait 50 km environ, vous savez, avec 2 cadavres sur les épaules. C'est un exploit que beaucoup chez nous seraient capables de faire. Mais ces gens là-bas, ils ont l'habitude de porter des fardeaux et de trimer. Hein. Tout se fait à dos d'homme ou de bête. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de char. Moi, je suis resté 13 ans en tout là-bas. Je n'ai pas vu une roue pendant ces 13 ans, pas même une bicyclette. Maintenant, les communistes ils ont voulu attaquer le Tibet, ils ont réussi à l'envahir et à le vaincre. Ils ont construit des routes pour se ravitailler eux-mêmes, leurs troupes et leurs colons, parce qu'ils envoyaient beaucoup de Chinois habiter au Tibet. Les Tibétains se plaignent d'être moins nombreux que les Chinois. Voilà comment ça s'est passé. Alors, nous avions été, quand les 2 fuyards sont arrivés à Tenzin, le père Savio est allé donc chez le mandarin, mais le soir même, il nous a écrit un mot. Nous habitions 80 km plus au sud. Il a envoyé un porteur de la lettre, si bien qu'on a reçu, c'était le 15 août, je crois, non, dimanche 14 août. Le lendemain, c'était la fête de l'Ascension. Et les eaux du fleuve étaient très hautes. Là, on passe sur des câbles en bambou. Et quand les eaux sont hautes, avec le poids de la personne, on risque d'aller dans le jus. Hein? Alors, il faut attendre que les eaux baissent un petit peu. Ou alors, il faut retendre le câble. Là, il faut toute une corvée. Ça, il faut beaucoup de personnes. Parce que le câble se détend petit à petit. C'est en bambou, c'est pas en acier. Et ça se tire jusqu'à se rompre. Mais il les remonte une fois ou 2, c'est-à-dire qu'ils font autour d'un poteau comme ça, ils font un tour ou 2 de plus, et puis le câble est assez bien tendu, alors on peut passer sans risquer d'aller dans l'eau. Bien, alors moi je suis parti pour Athènes le lendemain matin de l'Assomption. Donc, on a reçu la nouvelle le dimanche après la messe, mais le lendemain c'était fête. J'ai voulu aider le père Goré, puis il y avait l'histoire du pont justement. Et alors le lundi matin, plutôt le mardi matin, puisque le lundi c'était l'Assomption, je suis parti et je suis arrivé là-haut le mercredi. J'ai fait 80 km en 2 jours. Et je suis arrivé à la mission sous une pluie battante.
Et puis j'ai dit au père Savio, alors, est-ce qu'on les enterre demain? Il me dit, je les ai enterrés aujourd'hui. J'ai attendu jusqu'à midi, vous n'étiez pas arrivé, les cadavres commençaient à sentir. Je les ai enterrés dans le cimetière de l'ancienne mission. Il y avait autrefois, il y avait une mission un peu au sud du village actuel où que les lamas ont brûlé en 1905. Alors, après ça, la mission a construit une maison dans le village de Atenze. Avant, il était un peu en dehors, 10 minutes, pas plus. Alors, le lendemain, je suis allé sur la tombe avec le père Savio, prier sur la tombe du père Tornet et de Dossi. Et puis voilà. Après ça, j'ai interrogé un peu plus longuement les deux fuyards, Johan et Sonju, de race tibéto-chinoise, l'autre plutôt mosso-chinois, des métis. Mais enfin, il parlait tibétain, il parlait le chinois aussi. Et j'ai interrogé, j'ai noté assez grosso modo, si vous voulez, je n'ai pas pu aller au fond de toutes les explications, mais la manœuvre, le déroulement, disons, essentiel, en gros, j'ai tout noté et j'ai envoyé une lettre à l'évêque et puis une autre aux confrères de Wissy pour les mettre au courant. Et voilà ce que les fuyards nous ont raconté, ça s'est passé comme ça. Comme je vous le raconte à vous, sauf un peu plus brièvement, je l'ai mis sur cette lettre. Et puis voilà, c'est en 49. Donc, ils ont été tués le 11 août 49. Un mois, un jour après le départ, leur voyage a duré 1 mois et 1 jour. Ou 2 jours, parce que juillet a 31 jours. Et puis bon, quelques années après, on a été chassés. D'abord en 51, mis en résidence forcée. Alors, entre-temps, justement, en 49, c'est l'année où Mao Tse-tung a pris le pouvoir officiellement à Pékin. Le 1er octobre, il a proclamé la République démocratique de la Chine et il a gouverné par ses ministres, ses gens. Et puis, assez rapidement, il a renvoyé les ambassadeurs, et le nonce y compris, qui étaient accrédités auprès de l'ancien régime, c'est-à-dire le régime de Chiang Kai-shek, le régime ennemi des communistes, le régime contre lequel les communistes ont lutté depuis 1936, si c'est pas avant déjà, jusqu'en 1949. Hein. La guerre civile a bien duré 13, 14, 15 ans, je ne sais pas exactement, mais de 1936, c'est justement l'année de la longue marche, l'année de l'arrivée du père Tornet avec le père Lation. Ils ont trouvé la porte fermée parce que nos confrères avaient dû fuir, se mettre à l'abri dans le nord, sur l'ordre du mandarin. Et c'est qu'en 1949 que finalement Chiang Kai-shek est parti pour Formose, Taïwan, comme on dit, au mois peu avant la prise officielle du pouvoir par Mao Tse-tung. Bien, alors nous, au bout d'une année et quelques, 2 petites années, on nous a dit il faut descendre à Wissy parce que le gouvernement va envoyer un délégué pour vous expliquer le comportement que vous devez avoir à l'égard de la République. Si vous vous conformez aux directives du parti, vous serez les bienvenus, sinon, vous n'avez qu'à prendre la porte et vous en aller. Vous êtes des étrangers, on veut plus de vous. Bien, alors on est descendu à Wissy, et puis on nous avait dit que c'était pour rencontrer un délégué qui nous tiendrait une conférence pour nous mettre au courant. Rien de tout ça. Arrivé à Wissy, on dit à ceux qui nous accompagnaient, parce qu'ils envoyaient des soldats, avec un fusil à l'épaule, hein, pour nous
nous forcer à descendre vers le sud, jusqu'à Wissy. Alors on dit, pour l'instant, allez à la mission. Et puis demain, on vous convoquera. Non, le lendemain, on va chez le mandarin. Il dit, voilà, on nous a convoqués, venir ici, rencontrer un délégué. Alors on aimerait savoir quand ce délégué arrive. Parce que là, on n'a ni téléphone, ni télégramme, rien. C'était le Moyen-Âge. Alors, par lettre, puis encore, le courrier arrivait à dos d'homme. Depuis 4 journées au sud de Wissy, le courrier arrivait une fois par semaine. Un homme partait et allait jusqu'à Tenze, et puis après il redescendait. Et je crois qu'il y a deux, trois équipes, parce que chaque semaine, le courrier arrivait. Or, un courrier en une semaine, il ne fait pas le tour. Il fallait 2 semaines et demie, 3 semaines, puis se reposer un peu. Alors, ils ont dit, écoutez, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Il va arriver un séjour, mais vous êtes bien à la mission, restez tranquille. Puis on vous dira quand il sera là, il faut venir. Bien. On attend 15 jours, pas de convocation. Alors nous allons remonter dans nos postes, parce que nous n'avons pris que la moindre chose pour le voyage, une chemise de rechange, puis c'est tout. Et même toutes nos affaires sont restées là-bas. À part le pique-nique pour la route, on n'avait rien emporté. On dit, mais vous êtes mal ici? Le père est ici, le père Lation, le supérieur, vous donne à manger, oui, c'est sûr, mais nous sommes curés vicaires dans tel poste, vous ne pouvez pas remonter, non, c'est trop dangereux. Soi-disant, nos mandarins avaient la responsabilité de nos précieuses vies et ne voulaient pas encourir un blâme du gouvernement central parce qu'il nous aurait laissé exposés au danger. Toute la blague, les chrétiens, tout ça, ils étaient aussi, même les païens du pays, ont regretté notre départ parce qu'ils venaient à tout bout de champ la mission demander des remèdes ou alors des services, parfois des prêts ou du thé, du sel qui n'avaient plus. La mission était un peu le refuge. Nous faisions des provisions un peu plus amples, alors on avait toujours un peu de sel et de thé. Si une famille en manquait, venait demander un bol de sel, un petit paquet de thé, on leur donnait, on leur vendait, mais parfois, ceux qui ne peuvent pas payer, on leur donnait. Ils promettaient de payer, mais ils ne payaient pas. Peu importe. Alors, on est resté là presque une année, en carafe, résidence forcée. Et puis un beau jour, on nous convoque, on nous dit, voilà, on a reçu des ordres. Nous sommes, il y a 2 ou 3 officiers qui étaient venus du gouvernement provincial. Nous avons l'ordre de vous conduire jusqu'à Kunming et il faut que vous signiez que cet ordre vous a été communiqué et que vous êtes prêts à vous y conformer. On dit oui, mais nous, on ne peut pas faire un voyage pareil comme ça à pied. Il y avait des vieux confrères comme le père Goré qui avait presque 70 ans, puis il n'était pas costaud de ses jambes. Alors, il nous faut une caravane, des mulets, des chevaux, et puis des préparatifs. Bien, alors, on vous donne, disons, une semaine. Alors, on a dû envoyer un homme vers le nord pour justement louer la caravane que nous voulions avoir. C'est une caravane de chrétiens. Ce marchand, le même marchand qui est allé à Lhasa. Et lorsque l'homme envoyé par nous avec une lettre du mandarin est arrivé là-haut, on leur a dit la caravane vient de partir vers le nord pour une tournée de commerce. Alors il faut attendre encore
6, 7, 8 jours, on ne sait pas, avant qu'ils reviennent. Et puis une fois qu'ils reviennent, s'ils doivent vous accompagner, il faut faire des préparatifs de vivre, de picotin pour les mulets, etc. Ça va bien prendre 10, 12 jours, on ne sait pas. Bon, alors cet homme, lorsqu'il est revenu, il nous a dit ça, on a dû bien aller ensemble chez le mandarin pour lui dire que les 5 jours qu'il nous a octroyés ne sont pas suffisants, la caravane venait de partir. Parce qu'on ne peut pas téléphoner, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, absolument rien. Et que des pistes muletières, un peu comme les pistes des vaches en montagne, vous savez, ils font des sentiers pour aller brouter. À force de passer, le sentier devient un peu confortable, mais pour du bétail, pas pour des voitures. Bien, alors, ils ont dit, bien, attendons qu'il arrive. Et puis, alors, ils nous ont embarqués à ce moment-là, une fois que la caravane fut arrivée. Nous sommes partis vers le sud pour prendre l'avion et puis plus loin le bateau et le train. Nous sommes arrivés à Hong Kong. Alors, d'abord, première étape, en caravane, de Wuxi jusqu'à Liqian, et de Liqian jusqu'à Tali, mais déjà à Liqian, on a trouvé un camion, parce que là, la route existait déjà. Alors, un camion qui transportait des ballots de marchandises, on nous a dit, vous pouvez vous asseoir au-dessus des marchandises, là, et puis on vous conduit. Et c'était des camions gazogènes. Il n'avait pas de benzine, il mettait du charbon. Il y avait comme devant le camion, enfin de chaque côté, il y avait comme comme une cheminée. Alors il remplissait cette cheminée, enfin cet objet de charbon de bois, et puis ça brûlait et donnait des gazogènes, mais à la montée, le camion avait grande peine. Il y avait des endroits où la route avait une certaine pente. Et alors on descendait, le camion pouvait tirer les marchandises, mais pas toutes les personnes qui étaient juchées par-dessus. On arrive à Kunming, on nous conduit à l'hôtel de Pékin, c'est-à-dire un hôtel qui s'appelait Hôtel de Pékin. Un hôtel, pour le pays, c'était un 5 étoiles. Mais évidemment qu'il n'y a pas le confort qu'il y a chez nous dans un hôtel à 1 étoile, mais enfin on était logés à nos frais, hein, s'il vous plaît. Et puis bon, là alors de Kunming à Nankin ou Pékin, il y a des voies de communication. Le télégraphe, le téléphone existent. De Kunming, il y a un avion qui va 1 fois par semaine jusqu'à Nankin ou à Pékin. Voilà. Alors, on a alerté notre ambassade, parce qu'à ce moment-là, l'ambassade n'était plus à Nankin, mais à Pékin. Et on a dit, voilà, nous sommes arrivés à Kunming, expulsés de notre mission, arrivés à Kunming, logés à l'hôtel de Pékin, supplions intervenir pour que nous soyons autorisés à regagner notre mission. On reçoit en réponse un télégramme, nous occupons de vous. On dit ça va barder, parce que la Suisse, c'est le 3e pays qui a reconnu le régime de Mao Tse-tung. 3e pays. Et alors, il tâchait d'être beaucoup plus gentil avec les pays qui avaient reconnu la Chine qu'avec les autres. Ils ne nous ont pas rudoyés, mais forcés à s'en aller. Et puis bon, on attend des jours et des jours, plus rien, plus de réponse. Alors on s'est dit, il y a la police pour le moment interrompt. Il va au bureau du poste dire s'il y a un télégramme pour ces gens-là, vous ne l'apportez pas, vous nous le donnez. Si bien qu'on était sans nouvelles. Et puis les autres missionnaires, il y avait des Français, des Italiens, même un Américain qui se trouvait logé à la même hôtel que nous. Ils ont dit, écoutez, vous les petits Suisses, est-ce que vous imaginez qu'on va faire une exception pour vous?
Mao Tse-tung chasse tous les étrangers, tous les missionnaires. C'est pas parce que la Suisse a reconnu le régime qui va vous faire une exception pour vous. Vous feriez bien mieux de demander la permission de quitter la Chine. Vous voyez, la Russe, des gens, ils nous mettaient en carafe dans un hôtel à nos frais, et puis on devait demander la permission de quitter le pays. Sinon, vous laissez là pendant des mois. Et puis, il fallait donner une raison valable. Dire, je veux quitter le pays parce qu'on ne me laisse pas faire de l'apostolat ou parce qu'on nous ennuie, on nous embête. Ah, ça va pas. Il faut donner une raison raisonnable, comme il disait, valable. Alors, le père Gorée dit, moi je suis âgé, vous voyez, j'ai bientôt 70 ans, d'un moment à l'autre je m'en vais mourir, j'aimerais être enterré dans le tombeau de mes pères. Très bien, remet ça de la piété filiale, c'est formidable. Le père Lation dit, j'ai qu'un frère, et papa étant mort, mon petit frère me convoque pour le partage. Il faut que je rentre absolument pour régler cette affaire. Mais c'est très bien, autorisation donnée. Et chacun a dû trouver un motif valable, acceptable. Bon. Moi j'ai dit la même chose, mon père était mort de fait, mais je ne rentrais pas pour le partage, mais je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. Toujours est-il qu'on voulait revoir sa famille, on voulait prendre une année de congé. Ah, très bien, très bien. On a été autorisé à quitter le pays. Mais il fallait écrire un curriculum vitae. Chacun devait écrire où il était né, quelle date, où il a fait ses études, pourquoi était-il venu en Chine, et puis par où il était entré, par tel port, ou bien par l'avion, ou bien, je sais pas, il fallait indiquer tout ça. Et puis bon, nous on a mis grosso modo, oui, certains détails, mais d'autres ont dit qu'est-ce que ça peut leur faire. Ils demandaient combien on avait de frères et sœurs, quelle était la fonction du père, est-ce que nous avions, avant de venir en Chine, on avait rempli une fonction quelconque. Enfin, on a dit, comment peut-il contrôler? Ils n'en savent rien, alors on a mis quelques phrases et puis fini. Donner ça. Alors, on était autorisé à quitter Kunming pour Chongqing. Là, un avion de ligne intérieure, un peu comme Genève-Zurich, hein, nous conduit jusqu'à Chongqing. Là, on nous met dans un autre hôtel où il y avait pas mal d'autres missionnaires qui étaient arrivés du Sichuan. Et certains, le père Gorée en connaissait plusieurs, parce qu'il était un vieux chinois, et puis c'était des pères des missions étrangères de Paris. Et puis il y a d'autres pères, des franciscains, il y a eu des caméliens. On se rencontrait dans cet hôtel. Alors, de Chongqing, on devait descendre sur le fleuve Bleu par bateau à vapeur. Mais comme c'était l'hiver, les eaux étaient basses, et le vapeur ne pouvait pas remonter jusqu'à Chongqing pendant plusieurs jours. Il a fallu attendre qu'il puisse arriver. Bon, lorsqu'il est arrivé, on a pu prendre le bateau jusqu'à Wushan, au centre de la Chine. Mais entre-temps, la police locale nous demande d'écrire notre curriculum vitae. Comme à Kunming, et nous on n'avait pas de copie, on avait écrit à la main, donné le papier. Alors il a fallu se souvenir de ce qu'on avait dit, en tout cas de rien dire contraire, hein, parce qu'on s'est dit, de Kunming, ils ont peut-être reçu photocopie ou copie de notre curriculum vitae, et puis si notre curriculum vitae que nous écrivons aujourd'hui ne concorde pas avec l'autre, ils vont nous traiter de menteurs et peut-être nous coincer, hein. Alors, on a dit les choses essentielles. Ben, chacun se rappelait, grosso modo, pas le détail, mais les grandes lignes, on se rappelait. Alors, il a fallu de nouveau remplir cela. Bien. Et puis, évidemment, payer l'hôtel pour les jours de séjour là.
Et puis après, un beau jour, on dit voilà, le bateau a pu remonter. Alors demain, vous pouvez le prendre, mais on devait, comme l'avion de Kunming à Chongqing, c'est à nos frais, hein. Le bateau également, la nourriture sur le bateau, les passagers étaient nourris par la cuisine du bateau, mais il fallait payer. Puis arrivé à Wuhan, c'est un nœud de communication entre Pékin et Canton et Hong Kong. Alors là, on a pris le chemin de fer. Il y a un chemin de fer Pékin, Canton, Hong Kong. Eh bien, encore une fois, on a fait 3 jours de train sans pouvoir sortir du train. Ils ont dit, vous ne sortez pas, vous ne descendez pas sur le quai. Si vous avez besoin de quelque chose, vous le dites. Et il y avait sur les quais des marchands ambulants qui vendaient des fruits, du pain, si vous voulez, des pâtisseries, des choses comme ça. Et puis, on pouvait descendre la portière et puis prendre des marchandises et payer. Puis arrivé à Canton, c'est la capitale du Sud, somme toute, c'est une ville d'1 million d'habitants en tout cas. Là, alors, c'était le dernier contrôle, si vous voulez. Parce qu'en cours de route, on nous a fait ouvrir nos bagages. On n'avait pas grand-chose, mais on était autorisé à emporter 15 kilos chacun. Ils voulaient voir si on cachait des documents. Et puis, tout ce qui était écrit en chinois, c'était confisqué. On ne peut pas l'emporter. Et puis, ils voulaient voir aussi si nous avions des dollars américains, quelque chose comme ça. Alors, entre autres, dans les livres, on avait chacun notre bréviaire, n'est-ce pas? Alors, pour bien contrôler si on n'avait pas caché des dollars, ils passaient les pages les unes après les autres, comme ça. Hein? Jusqu'à la fin du bréviaire. Ils mettaient un moment. Et puis, bon, ils ont rien trouvé à prendre, à grappiller. Et ils nous ont permis de continuer. Alors, le lendemain, on prend le train à Canton. Encore 7 heures de train et on arrive à Hong Kong. Alors là, il y a la douane anglaise, la colonie. Et de l'autre côté de la douane, un père des missions étrangères de Milan attendait. Il allait tous les jours à la frontière parce qu'il arrivait d'un coin ou l'autre de la Chine des missionnaires qui souvent étaient perdus un peu, comme on dit, et puis sans ressources. Il y en a qui avaient à peine des habits sur le dos, tellement ils avaient voyagé longtemps et c'était usé, percé. Alors ce père nous dépannait, et puis il nous offrait une collation là à la frontière, et puis il nous conduisait jusqu'au centre, parce qu'il y avait encore plus d'1 heure de train. Et puis là, on arrivait au sud du continent chinois, et on prenait un ferryboat, comme on dit, pour aller à Hong Kong. Hong Kong, c'est une île, Victoria, qui s'appelle l'île de Victoria. Et le nom Hong Kong désigne toute la région, si vous voulez, mais le centre des affaires, c'est Victoria, Hong Kong. Alors là, on était bien reçus. On nous conduit au Catholic Center, au centre catholique, et puis un prêtre journaliste nous interroge, d'où venez-vous, etc., comment on a été traité en cours de route. Et puis le lendemain, ça apparaissait dans les journaux du pays. Alors on leur racontait un peu, grosso modo, notre voyage. Nous avons dit qu'on n'avait pas été rudoyés, ni maltraités, mais on nous avait menés par le bout du nez, on s'était pratiquement joué de nous, quoi. On nous avait raconté des blagues. Voilà, je crois que j'arrive là. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle d'autre chose. J'ai surtout parlé des missions, de ce qui nous est arrivé, après avoir parlé de l'enterrement du père Tornet, et les 3 années qui restaient avant notre expulsion, et puis notre voyage. Je vous l'ai raconté. Maintenant,
il resterait à dire que le père Tournai a été considéré tant par les chrétiens que par les missionnaires et par tout le monde comme un martyr, puisqu'il a été tué pour, pas directement pour la question de foi, mais pour sauver sa chrétienté. Il a essayé de sauver sa chrétienté du désastre et de l'apostasie, parce que les lamins ont dit qu'il devait être apostasié. Lui a fait tout ce qu'il pouvait, et jusqu'à se rendre à Lhasa, malgré la fatigue, les frais et le danger. Alors, ici, en Suisse, à l'époque, c'était M. Radin qui était prévôt. Et avec son conseil, ils ont décidé de lancer la cause du père Tournai. Parce que Rome ne canonise pas d'office quelqu'un qui ne demande pas à l'être. Il faut qu'une société ou un diocèse ou alors disons un club ou un groupe d'amis peuvent s'associer pour lancer la cause et en assumer les frais. Alors, parce que c'est une longue procédure, il y a des tas de gens, des avocats, des consultations médicales et autres pour vérifier toutes les questions. Et puis, il faut recopier, il faut réunir tous les écrits possibles et imaginables de la personne qu'on veut faire béatifier. Si elle a écrit beaucoup, parfois c'est des bouquins, mais les bouquins sont encore faciles à trouver, tandis que les lettres éparses. Alors Monseigneur Radin, qui entre-temps est devenu évêque de Sion, dès qu'il fut évêque de Sion, mais le lancement de la cause a été décidé avant, ici, à Martigny. Et puis, lorsqu'il fut évêque de Sion, ça a été du reste en 52, l'année de notre expulsion, il a demandé à tous ceux qui possédaient des lettres du père Tournai, de les livrer au tribunal diocésain pour faire des copies. On n'avait pas encore de photocopieur à ce moment-là. Il fallait faire des copies à la main de ces écrits. Puis alors, le tribunal cantonal était présidé par un chanoine, Schneider, et puis deux ou trois assesseurs. Ils ont commencé, évidemment, à s'occuper de la cause. Puis alors, il fallait leur signaler les faveurs reçues ou les souvenirs du père. Est-ce qu'on était persuadé ou non qu'il était mort pour la foi, si vous voulez, pour un motif. Il reste 3 minutes. Oui. Et la machine lancée, elle a abouti assez rapidement. Évidemment, il a quand même fallu près de 30 ans, vous voyez, 52 jusqu'à 93, ça fait quand même 40 ans, 41 ans. Mais beaucoup de gens étaient surpris de la rapidité de la béatification, puisque assez souvent, ça peut prendre même des siècles, en tout cas 60, 80, 100 ans. Et pour le père Tournai, évidemment, la cause est assez simple, dans le sens que c'est évident qu'il a été tué en haine de la foi catholique et de la chrétienté. Et le Rome a admis ses arguments. Voilà.